L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième mardi de la santé de la saison 2 proposé par Clinique Médico-Sport en partenariat avec l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, ces mardis de la santé UNIM, CMS ont toujours pour objectif de mettre en avant des phénomènes de marché qui bousculent la profession et tirent les kinés vers le haut. Notre volonté étant de les accompagner, de vous accompagner à décrypter les enjeux pour mieux vous positionner et saisir les opportunités. Alors, nous nous retrouvons, comme vous le savez, tous les 15 jours dans les studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie et parler de ces nouveaux phénomènes de marché. Alors bien sûr, ces mardis de la santé UNIM se veulent être des rencontres interactives en live au cours desquelles vous avez la possibilité de poser des questions à travers le chat sur la droite de votre écran et nos invités se feront un plaisir de vous répondre. Alors, il y a 15 jours, nous avons parlé d'éducation thérapeutique et derrière cela de la psychologie du patient et de la façon dont il fallait réinventer la relation thérapeute-patient. Aujourd'hui, avec nos invités, c'est indirectement à la psychologie du kiné à laquelle nous allons nous intéresser à travers la question de l'entrepreneuriat. Alors, quel est l'entrepreneur qui sommeille en vous ? Cette question fait appel à une certaine introspection, un bilan de son activité et une projection dans l'avenir à la lumière de l'évolution du métier qui rebat les cartes et les redistribue. Alors, plusieurs axes pour notre soirée. Notre premier axe, tout sur les nouvelles opportunités. Et je vais bientôt donner pour cela la parole à nos intervenants pour parler de ces opportunités. Notre deuxième axe sera une profession à la croisée des chemins, nous pourrons le découvrir. Et enfin, la question qui vous est posée, quel thérapeute entrepreneur êtes-vous ? Alors, avec nous ce soir pour débattre de ce sujet et répondre aux questions que vous vous posez, 3 intervenants. Alors avec nous en visio depuis la Guadeloupe, Frédéric Broudillon, qui est masseur kinésithérapeute, alors je crois installé depuis 2003 en Guadeloupe, originaire de Grenoble et avec un passage par le Creps. Alors vous êtes... on le verra un petit peu plus tard dans le débat, mais très équipé et un bon exemple de kiné entrepreneur dont on veut parler ce soir. À ma droite, Dan Halifax, vous êtes directeur général de Forme Développement et consultant en sport santé. Donc votre présence ici est la bienvenue. Et Patrick Méo, à ma gauche, donc fondateur du système Clinique Médico-Sport. Et nous nous trouvons actuellement dans vos studios. Donc merci de nous accueillir et pour une fois de participer à ce débat qui vous concerne tout particulièrement, puisque c'est un petit peu votre cœur de métier. Bonsoir à tous. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons Aude, qui représente pour nous sur ce plateau notre partenaire UNIM. Alors, juste pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, peut-être Aude, quelques mots sur l'UNIM ? Oui, bien sûr, l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association qui est confraternelle, à but non lucratif et qui a la particularité d'avoir un conseil d'administration qui est composé uniquement de professionnels de la santé comme vous. Alors vos confrères, ils se sont réunis et ils ont réfléchi ensemble aux risques que vous encourez en tant que kiné entrepreneur et notamment les risques que pouvaient avoir sur votre personne les conséquences d'un arrêt de travail, d'une invalidité ou d'un décès.
Vos confrères, ils ont eu la riche idée pour ça de s'appuyer sur un assureur de qualité. Cet assureur s'appelle Allianz, vous n'êtes pas sans le connaître, premier assureur européen, mais également le premier en termes de solidité financière. Et ça, c'est une donnée qui est très importante, puisque quand on va accompagner nos adhérents sur des risques lourds tels que l'invalidité, il va bien falloir que l'assureur soit toujours présent au bout de 20 ou 30 ans. Alors, par rapport au sujet de ce soir, kiné entrepreneur, comment se positionne l'UNIM ? Alors en effet, quand on est kiné, on a fait le choix d'exercer en exercice libéral et donc vous êtes des vrais entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui avaient bien évidemment, alors que vous soyez, j'ai envie de dire, sur une activité seule ou sur une activité en groupe, vous courez des risques qui sont liés à votre personne. Alors on peut prendre un exemple peut-être pour simplifier les choses. Prenons l'exemple d'un accident ou d'une maladie. Engendrant par exemple un arrêt de travail. En cas d'arrêt de travail, on va imaginer que vous avez été prévoyant et qu'en plus de vos régimes obligatoires, vous avez souscrit une prévoyance personnelle. Dans ces cas-là, l'association UNIM va vous verser par exemple des indemnités journalières qui vont vous permettre de faire face justement au maintien de votre niveau de vie, à celui de votre famille, mais également à faire face à vos frais professionnels, que ce soit des frais personnels, on va dire liés à votre voiture par exemple, ou des frais liés à un exercice en association. Imaginons que la situation soit un petit peu plus grave et que ça dégénère sur une invalidité partielle, par exemple. Donc, invalidité partielle, c'est-à-dire que vous êtes toujours en capacité d'exercer votre profession, mais que votre capacité de gain est réduite. Dans ces cas-là, l'UNIM va vous accompagner avec une rente qui va avoir pour objectif de maintenir toujours votre niveau de vie. En cas d'invalidité totale, c'est-à-dire que vous êtes en rupture totale avec l'exercice de votre profession, l'UNIM va verser également une rente à partir de 10% d'invalidité et selon un barème qui va tenir compte de la profession exercée. À travers ce cas très simple, on illustre l'importance pour vous de couvrir à la fois votre personne, mais également votre outil professionnel et votre exercice professionnel. C'est la raison pour laquelle, quand on travaille en groupe, et vous êtes de plus en plus nombreux à faire ce choix, d'exercer avec des associés, on va prévoir des garanties croisées qui vont permettre notamment de racheter les parts à un associé qui serait décédé, un associé qui serait devenu invalide, ou bien de faire face à ses frais professionnels communs au travers de garanties de frais généraux. Voilà en quelques mots ce qu'on pourrait dire sur notre action. Alors merci beaucoup. On retrouve l'UNIM en fin d'émission pour un atelier que vous proposez. Un petit teasing peut-être pour garder nos auditeurs jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. L'idée de l'atelier de ce soir, c'est de vous présenter la réforme des indemnités journalières. Vous en avez certainement entendu parler, mais depuis le 1er juillet, vous avez des nouvelles indemnités journalières qui vous sont versées. Ça va impacter directement votre prévoyance et on vous propose de vous expliquer très simplement dans l'atelier de ce soir comment ça va fonctionner, comment ça va vous impacter et surtout quelle stratégie vous allez devoir adopter. Merci beaucoup. Merci. Alors nous pouvons à présent entrer dans le vif du sujet donc de notre table ronde. Notre premier sujet, notre premier axe, tout sur les nouvelles opportunités. Alors l'objectif dans cette partie, c'est d'évoquer toutes les pistes d'évolution de la profession de kiné vers le rôle d'entrepreneur, des activités hors convention et au-delà du conseil, de la formation, et aussi d'analyser l'impact de ces initiatives sur les évolutions structurelles et humaines. Alors, je vais m'adresser à vous, Frédéric Boudillon, pour vous demander quelles sont, selon vous, les principales évolutions de la profession de kiné. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide historique de la profession depuis ces 30 dernières années? Alors, bonsoir à tous. Notre métier, en fait, est un métier assez récent parce qu'il date de 1946. C'était la réunion, en fait, des gymnastes médicaux et des infirmiers masseurs. Donc, c'est quand même quelque chose, un métier assez récent. Il y a plusieurs évolutions qu'on a pu voir ces dernières dizaines d'années. La seule chose qui n'a pas tellement changé, c'est notre rémunération. Donc, au niveau du niveau d'études, en fait, on a une évolution de Bac+2 vers Bac+3, 4 et puis très récemment Bac+5. Et donc, ça a mené son lot de nouvelles techniques et de nouvelles technologies. Donc, en particulier, le grade master nous permet d'ouvrir la voie royale vers la recherche et le développement. On constate de plus en plus de cabinets qui sont réunis pour œuvrer en pluridisciplinarité. Ça rejoint l'approche holiste du patient dans sa globalité.
et ainsi que les spécialisations des différents confrères dans certains domaines, étant donné qu'il y a énormément de disciplines différentes, enfin de sujets différents, de particularités dans notre métier. Donc la dernière voie qui est intéressante et qui est en pleine évolution, c'est donc le hors convention. On était un peu limité à tout ce qui était la séparation entre le confort et vraiment la thérapeutique, donc comme les massages par exemple, essayer de soulager les patients avec des massages plus de confort. Aujourd'hui, la hors convention va permettre une diversification complète, en particulier sur les thèmes de la prévention, du sport santé et encore une fois du bien-être. Merci beaucoup. Patrick, dites-moi, petite question un petit peu de sémantique. Est-ce qu'on peut commencer par la définition de l'entrepreneur comme on l'entend ici, parce qu'en effet, au sens propre, celui qui est communément admis dans le domaine de l'innovation, l'entrepreneur est celui qui crée, en général, une start-up, un système, un concept, un peu comme les chercheurs entrepreneurs qui font le pas de quitter partiellement ou non le domaine de la recherche pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Alors, quelle est la définition que l'on doit retenir ici sur ce plateau, au sens où vous le... Moi, je dirais qu'il faut quand même... je pense qu'il faut sortir du cliché qu'on peut tous avoir en tête sur la nature de l'entrepreneur. Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, le cursus du kiné est très très éloigné de ce comment et pourquoi est formé un futur entrepreneur. En fait, la formation kiné est très très éloignée de tous les aspects qui font fonctionner une entreprise, dans le sens où déjà un entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surtout aller chercher du chiffre d'affaires, il va être complètement axé sur la notion de croissance, et ça c'est déjà un paramètre qu'on n'apprend pas du tout en école de kiné en fait. L'éloignement est aussi très présent par rapport à la notion de projet. Faut savoir aussi que le système conventionné fait que, je crois Frédéric en parlera peut-être mieux que moi, mais je crois qu'un cabinet, un jeune diplômé qui sort diplôme en poche, est pratiquement complet au bout d'un mois. Hein, c'est ça? Oui, enfin, ma vision des choses est un peu différente, c'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre après notre diplôme. On nous apprend les bases en fait à l'école, et puis après on a la possibilité justement de se spécialiser, d'aller dans des domaines, de pousser un peu plus loin. C'est quoi pour vous un thérapeute, un entrepreneur? Est-ce que vous adhérez à ce que vient de dire Patrick, et est-ce que d'ailleurs vous vous considérez comme un thérapeute entrepreneur? Alors, je suis complètement de son avis, c'est-à-dire que dans nos études, on nous apprend à bien savoir travailler avec un patient, donc déjà en termes d'éthique, en termes les premières capacités en fait, qu'on va devoir déployer auprès de nos patients pour les remettre en bonne santé ou les maintenir en bonne santé. Maintenant, à aucun moment de nos études, on nous parle de savoir gérer une entreprise. Donc, pour moi, être un entrepreneur, il va y avoir cette chose très importante d'apprendre à être un gestionnaire. C'est un petit peu l'ombre au tableau quand on travaille en libéral, c'est tout ce qui est paperasse. On est souvent perdu, et c'est peut-être ce qui est intéressant au niveau des jeunes, qui viennent d'avoir leur diplôme, c'est de venir travailler justement dans des cabinets plutôt comme assistant collaborateur, pour permettre d'apprendre un peu sur le tas. On a tous fait un petit peu comme ça. Donc au-delà d'être un gestionnaire de cabinet, je pense qu'il faut aussi être un manager. Il faut savoir fédérer une équipe, en fait. Il faut savoir regrouper des gens autour de soi et promouvoir leurs qualités, les faire grandir, les faire s'épanouir. Et je pense que ça, ce sont vraiment des qualités entrepreneuriales qui sont très importantes. La dernière chose, peut-être, c'est avoir une petite fibre investisseur, dans le sens où il faut être à l'affût des nouveautés qui existent, qui permettront de mieux savoir travailler avec ses patients. Mieux savoir travailler avec eux, c'est pas simplement la quantité, parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, 100 heures par semaine. Au bout d'un moment, on se fatigue un petit peu, donc je pense que c'est peut-être l'âge qui fait aussi apprendre voir les choses différemment, mais peut-être mieux travailler en termes de qualité. Donc, s'adjoindre des services de différents collègues qui auraient des spécialités particulières, ne pas penser qu'on peut tout savoir faire, tout savoir bien faire, et puis surtout, pour garder un patient à la fois pour faire un travail de qualité, le mieux, à mon sens, c'est de se regrouper et donc de créer une petite entreprise.
D'accord, merci bien. Donc juste pour terminer sur cette question de sémantique, on est bien tous d'accord autour de cette table pour dire qu'on ne parle pas seulement ici de diversification de kinés entreprenants, c'est-à-dire qui osent se diversifier, mais d'entrepreneuriat au sens de la prise de risque. Moi, je pense qu'il y a 2 paramètres importants. Déjà, c'est la personnalité du... Moi, je pense qu'on est entrepreneur. Donc, dans l'ensemble de la population des kinés, il y a certainement des personnalités qui se découvrent entrepreneurs, mais je pense qu'on est entrepreneur. Ça, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, j'ai oublié ce que je voulais dire. Eh bien, c'est pas grave, tant que ça revienne. Justement, Dan, oui, pardon. Le deuxième paramètre, c'est la notion d'objectif, de projet, quoi. Un entrepreneur, la principale caractéristique, c'est de se tracer sa voie, en fait. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans l'instinct, en quelque sorte. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de très instinctif. Et ensuite, on va apprendre, justement, tout ce qui rentre dans une logique de gestion d'entreprise qu'on n'apprend pas de toute façon à l'EFNK. Dan, est-ce que vous êtes d'accord sur justement cette idée de bien différencier les termes entre entrepreneur, entreprenant, et là on ne chipote pas, on n'est pas sur les... c'est pas juste une nuance. De toute façon, la langue française a un mot pour décrire tout. D'accord, je crois que c'est George Bush, l'ancien président américain, qu'on avait un peu raillé le jour où il a dit le problème des Français, c'est qu'ils n'ont pas de mot pour entrepreneur. En fait, ce qu'il essayait de dire, de par ses boutades, c'était que c'était juste un problème d'attitude qu'il essayait de mettre en avant. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement une définition de entrepreneur, entreprenant, c'est simplement comment on repère l'attitude de la personne. Et un entrepreneur, c'est très simple, c'est la personne qui achète une bouteille de sirop et qui va à la plage et qui va vendre 20 tasses de soda. D'accord ? Et qui ensuite développe son business et qui à terme se retrouve peut-être avec une entreprise de distribution de soda locale, régionale, nationale ou mondiale. Mais c'est avant tout quelqu'un qui a une attitude qui distingue en fait les objectifs de moyens des objectifs de résultats. En fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait dire, voilà, la ligne d'arrivée, je la passe en tant de temps sur telle distance. Ouais, mais l'exemple, il est quand même vachement axé sur le business. Ah bah, il est très clairement... L'exemple que tu donnes. Mais en fait, entrepreneur ou sport ou business, ça ne fait qu'un en fait. C'est des gens qui ont un projet et on ne valide un projet qu'à partir du moment qu'on en connaît le résultat. Sinon, c'est pas un projet. Ouais, moi, je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est le mot projet en fait. Peut-être, ouais. Frédéric, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut faire le tour des différentes opportunités qui s'offrent aux kinés pour entreprendre, c'est-à-dire du point de vue des activités? Et d'ailleurs, on peut aussi prendre votre exemple, qui au passage a été boosté par la crise sanitaire. Expliquez-nous un petit peu quand même votre cheminement. Oui, je pense que la crise sanitaire a été un coup d'arrêt pour pas mal de personnes et puis en même temps une opportunité de faire un peu le point sur son travail, sur sa vie, autant personnel que professionnel. Nous, on a eu la malchance, on va dire, de ne pas être considérés comme des métiers essentiels lors du premier confinement en mars 2020. Et on avait à cette occasion pas la possibilité, avec le contexte insulaire de la Guadeloupe, d'acheter des masques pour pouvoir aller voir nos patients, ne serait-ce qu'à domicile. Donc les cabinets de kiné étaient fermés. Et du coup, n'ayant pas la possibilité d'acheter de masques, étant donné que l'ARS les avait tous réquisitionnés et ne nous en donnait pas, on a été arrêté pendant 2 mois. Alors pour un kiné libéral, s'arrêter une semaine, c'est du repos. S'arrêter 2 semaines, commencer à regarder Netflix ou autre, et on se détend un petit peu. Puis 3 semaines, on n'a jamais quasiment vécu ça, 3 semaines d'arrêt, mais 2 mois, on tourne vraiment en rond. Donc il y a un moment donné où il faut réfléchir et se dire, est-ce que demain, je pourrais reprendre mon cabinet? Est-ce que demain, j'aurai la possibilité d'avoir un cabinet qui fonctionne avec des coûts peut-être plus importants? Donc est-ce que ce sera toujours rentable? On parlait tout à l'heure de risque de l'investisseur. Moi, j'ai un cabinet quand même assez grand avec des charges assez importantes tous les mois. Oui, justement, très concrètement, quand même, pour fixer les choses, vous avez un cabinet qui fait 300 mètres carrés, vous avez 7 collaborateurs et normalement, vous rentrez, j'avais noté 10 000 € de charges par mois, c'est ça?
Non, pardon, vous les sortez, ceux-là, mais sans, excusez-moi, mais sans avoir de rétrocession des collègues, si j'ai bien compris. Le principe, c'est la mutualisation des moyens. Donc, les rétrocessions des collègues payent en fait les charges, en tout cas une partie des charges. Le fait de moi de ne pas travailler, je n'avais pas de ressources, mais le fait que mes collègues ne travaillent pas, ne me payaient pas non plus ces ressources-là. Donc, en fait, c'était une année un peu, au niveau comptable, en tout cas, bien compliquée. La réflexion à ce moment-là, c'est de repenser un petit peu le modèle économique, de savoir comment on va pouvoir fonctionner par la suite. Et puis, déjà, je vais rencontrer Dan il y a quelques années lors d'un salon. Il m'avait ouvert les yeux et l'esprit surtout. Je pense qu'on a surtout besoin de ça. Mais je crois que c'était en 2018-2019 que vous êtes rencontrés, oui. C'est ça? Oui, voilà, à Lyon, lors d'un salon où il avait fait une présentation. Organisée par Clinique Médico-Sport, si je ne m'abuse. Très intéressant. Ça coupe un peu quand vous parlez, excusez-moi. Non, je dis au passage, je dis juste que vous l'aviez rencontré dans le cadre d'un événement organisé par Clinique Médico-Sport, si je ne m'abuse. Tout à fait. Bon. Déjà à l'époque. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, du coup... donc mon travail, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'Amérique du Nord et ils ont donc un pragmatisme en fait sur tout ce qui est financier. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu notre souci, en fait, c'est d'avoir peur de parler d'argent, d'avoir peur d'en gagner, d'avoir peur de dire qu'on en gagne. Il n'y a pas forcément de mal à ça. Et donc, les différentes opportunités, on parle de projets avec un but, un chiffre d'affaires, un modèle économique, un BP, avec tout ce genre de choses-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Pour reprendre un petit peu le fil de l'histoire, en quoi, du coup, la crise a été un coup de pouce, finalement, vers la diversification pour vous ? Dans votre cas particulier? Alors pour moi, c'était l'occasion de me former personnellement, donc, de faire de la formation à distance, en distanciel synchrone ou non synchrone, d'ouvrir mon esprit une nouvelle fois sur d'autres façons de travailler, donc de travailler hors nomenclature, de travailler avec donc des nouveaux modèles de travail, donc travailler dans le sport santé, des nouvelles choses qui sont en train de se développer, et surtout de manager différemment mon équipe. Enfin, c'est pas mon équipe, nous sommes une équipe, et de travailler ensemble différemment avec un peu plus de pluridisciplinarité, des personnes qui ont intégré aussi ce travail-là. Donc c'est de changer la façon de travailler en fait, qui a émergé de ce confinement. Dan, est-ce qu'on peut compléter un peu sur les nouvelles opportunités? Est-ce que vous pouvez citer des exemples? Alors, pas forcément en les nommant. Mais, en fait, des opportunités dans la santé, il en existe énormément. Aujourd'hui, très concrètement, la kiné aujourd'hui, ça s'adresse à des gens qui ont du temps et qui ne sont pas très exigeants. D'accord ? Parce qu'à partir du moment que ça prend du temps de se soigner, on n'a pas beaucoup d'exigences. D'accord ? Et puis ensuite, on ne leur demande pas de mesurer le retour de ce qu'ils ont fait. Par exemple, vous allez dans n'importe quelle boîte, vous allez chez Apple, vous allez dans un beau restaurant. On va vous demander, vous allez avoir un questionnaire de satisfaction, vous allez laisser un pourboire qui va permettre de mesurer votre satisfaction. Là, on est dans un système sur lequel on ne mesure pas l'exigence, le niveau de satisfaction des gens. D'accord ? D'ailleurs, ce serait intéressant d'essayer de le faire, parce que ce serait un sondage qui peut-être permettrait de donner un rétro-feedback aux kinés, qui leur permettrait de se dire, il y a tel point que je pourrais améliorer. D'accord ? Donc, à partir du moment qu'on comprend ce constat-là, on sait qu'on s'adresse à une cible client type. D'accord ? Et en aucun cas, c'est pour dénigrer, c'est juste pour donner un constat de ce qu'on met en place. À partir de là, vous savez qu'il existe d'autres cibles clients. D'accord ? Des personnes qui ne sont pas forcément blessées, des personnes qui sont blessées mais qui ont la nécessité de se rétablir très rapidement. D'accord ? Des personnes qui aujourd'hui se tournent vers d'autres éléments. Si vous prenez aujourd'hui la médecine, énormément de gens vont vers des naturopathes. D'accord ? Ils ne vont plus voir leur médecin traitant. Donc vous pouvez imaginer aujourd'hui que vous allez avoir beaucoup de gens qui aujourd'hui ne vont pas avoir un kiné pour une rééducation, mais qui vont aller voir quelqu'un qui est spécialisé en activité physique adaptée, un ostéopathe, ça on le voit de plus en plus, un chiropracteur. Et puis demain, il peut y avoir des tas d'autres choses. On peut avoir des mobilisateurs, des coachs sportifs tout simplement qui ont pris des orientations bien spécifiques sur les points gâchettes. Aujourd'hui, vous voyez des marques comme Theragun qui développent dans les clubs de fitness ce qu'on appelait à un moment donné du wellness et qui aujourd'hui va devenir, je ne sais pas comment on va l'appeler, d'accord, du wellness plus ou du santé wellness, on trouvera de toute façon un mot en français pour l'identifier. Donc en fait, c'est tous les chemins que les kinés aujourd'hui imaginent et qui les distinguent aujourd'hui de ce qu'ils font au quotidien et de ce qu'ils aimeraient faire pour certains d'entre eux demain.
Et c'est ce qu'ils vont mettre en pratique. Aujourd'hui, chaque fois que vous avez quelque chose qui est porteur sur un marché, ça se développe. D'accord ? Mais pour que ça se développe, il faut le communiquer, il faut le proposer. D'accord ? Donc des opportunités, on peut en parler beaucoup. Il y a eu la cryothérapie, il y a eu la vague de la cryothérapie, des centres de cryothérapie qui sont ouverts comme les centres d'UV. D'accord ? Donc avec aucun professionnel spécialisé dedans. Oui. D'accord ? Vous avez aujourd'hui la pressothérapie qui arrive dans les clubs de fitness. Si ça fait autant de mal que ce qu'ont fait quand même les centres UV. Alors, vous parlez de ça, mais les centres UV, quand ils sont développés au départ, on n'avait pas de recul dessus. Oui. Donc ils se sont développés. Et des médicaments qu'on a découverts 20 ans après qu'ils avaient un impact sur la santé, c'est coutumier. Donc en fait, toute nouvelle technologie ou tout élément que vous mettez en place sur le marché, on ne découvre que tôt ou tard s'il est bénéfique ou pas. Peut-être qu'on découvrira que la cryothérapie dans 10 ans était très mauvais pour des gens qui avaient des insuffisances circulatoires. Mais pour l'instant, en tout cas, on le met en avant. D'accord ? Donc aujourd'hui, la pressothérapie arrive dans les clubs de fitness. On parlait des UV, mais les UV, c'est la vitamine D. Donc il y a beaucoup de gens dans des pays ou dans des endroits comme Paris qui n'avaient pas beaucoup de soleil, qui allaient faire des UV pour de la vitamine D. En fait, il y a beaucoup de professionnels de santé qui leur disaient, vous manquez de vitamine C, allez faire des UV. Aujourd'hui, ils ne le feraient plus parce qu'ils ont un recul dessus. Donc il est facile a posteriori de parler des choses négatives d'une innovation, mais c'est parce que c'est une innovation qu'on découvre qu'après dans leur partie négative. Mais la raison pour laquelle on développe, c'est pour leur bienfait au final. Merci. Frédéric, je reviens vers vous. Alors aujourd'hui, un cabinet qui se développe implique le besoin de nouvelles ressources, alors qu'elles soient structurelles ou humaines. Quelles compétences sont-elles absolument nécessaires pour le kiné entrepreneur ? On l'a un petit peu évoqué déjà, mais... Oui, je pense que en effet, le kiné entrepreneur, c'est un entrepreneur avant tout, donc il doit se former au management, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est des formations qu'on peut trouver qui sont malheureusement pas dans nos formations habituelles qui sont prises en charge par nos OPCO. Donc c'est une formation c'est une démarche personnelle qu'on va devoir entreprendre avec justement des organismes de formation qui peuvent vous mettre en relation avec des gens qui forment en général des chefs d'entreprise ou des managers déjà. Donc la deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est la comptabilité et la gestion. Donc comment savoir faire fonctionner son cabinet, savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Et puis... ça sera d'ailleurs l'objet de notre prochain Mardi Santé. J'en profite pour faire un petit teasing parce que ça sera l'objet de notre prochain Mardi Santé. Excusez-moi de vous avoir coupé, je vous laisse continuer. Non, je pense que la dernière chose qui est importante, c'est de s'entourer. On ne peut pas non plus avoir le temps de tout faire soi-même. On s'accompagner avec un conseil juridique, avec un expert comptable qui vont pouvoir nous aider à optimiser aussi fiscalement notre exercice, la forme de société dans laquelle on travaille. Donc l'intérêt, c'est de s'accompagner de personnes qui vont être expertes dans leur domaine elles aussi. D'ailleurs, je me souviens quand on s'était vu, Frédéric, il y avait une notion que tu comprenais bien, et ça c'est un outil qu'on peut d'ores et déjà donner au kiné. Si tu comprenais déjà bien la notion d'investissement. Si on prend la notion d'investissement aujourd'hui, imaginez qu'un kiné achète un laser, d'accord ? Un laser 15 000 €. Si je décide d'investir dans un laser 15 000 €, c'est que derrière, ces 15 000 € doivent pouvoir me rapporter, par exemple, x4, 60 000 €. Donc vous prenez ces 15 000 €, vous les amortissez sur 3 ans, c'est-à-dire que vous les divisez par 3, ça fait 5 000 par an. D'accord ? 5 000 par an, on va le diviser par 12. D'accord ? On va dire que ça fait à peu près 450 €. Donc pour 450 € que je vais payer chaque mois pendant 3 ans mon laser, il faut que derrière, d'accord, je sorte entre 1 600 et 2 000 € de plus-value. Et si je n'arrive pas à le faire financièrement, imaginez que vous le faites à l'inverse, ce laser vous fasse gagner 3 fois moins de temps. C'est-à-dire qu'un soin qui me prendrait d'habitude 1 heure, mais il me prendrait 20 minutes. Et ça, si vous voulez, ça c'est des outils qu'on pourrait apprendre auprès des kinés pour les investissements, dans tous les outils qu'ils mettent en place, qui leur permettent en fait de se dire cet investissement il est intéressant parce que soit il me fait gagner de l'argent, soit il me fait gagner du temps. Mais si j'investis, c'est pour gagner. Merci beaucoup. Dans les investissements, juste pour aller dans le même sens que Dan, la mise en commun des moyens en fait est aussi un outil assez intéressant. Donc, fatalement, des structures qui sont plus importantes, des investissements de base sur du matériel qui sont plus importants, mais qui permettent après derrière de mutualiser le coût et donc d'être plus efficace. C'est ça. Merci à tous. Avant de passer à notre partie suivante, alors est-ce qu'on peut dire aussi que le kiné qui entreprend le fait avant tout aussi au service de sa profession ? Est-ce que c'est votre avis ?
Mais pour moi, en fait, le kiné entrepreneur n'est pas seulement... Enfin, il travaille en fait pour ses patients, il agit pour ses patients. Le but d'un kiné entrepreneur, c'est d'être efficace avec ses patients. On n'a pas de vision sur l'avenir. Notre premier employeur, c'est pas le patient, c'est la sécurité sociale, c'est eux qui remboursent nos soins. On ne sait pas dans quelle mesure nos séances seront déremboursées dans un futur plus ou moins proche. À partir de là, il faut essayer d'être efficace et la mise en commun permet de faire évoluer toute la profession, tous les collègues. Et je pense que bien travailler, c'est mieux travailler, c'est pas plus travailler. Donc voilà, la vision de l'entrepreneur, c'est plutôt quelqu'un qui fédère, qui met en avant ses collègues. Là, ce soir, vous me donnez la chance de m'exprimer, mais c'est au nom de la profession que je le fais et pas du tout pour me mettre en avant. À mon avis, c'est plus ensemble qu'on avance. Patrick, vous pratiquez les kinés depuis plus de 20 ans, donc vous avez eu une position d'observateur. C'est beaucoup 20 ans. C'est vrai. Bon, 13 ans, soyons précis. Donc, en tout cas, vous avez quand même une position d'observateur privilégié. Ouais. Est-ce que vous pensez que le kiné qui entreprend le fait aussi au service de sa profession? Est-ce que vous souscrivez à ce que nous dit Frédéric? Enfin, déjà, un entrepreneur, encore une fois, c'est quelqu'un qui va tracer son chemin. Donc, faut être égoïste pour être entrepreneur, en fait. Même si on parle de management, des techniques qu'on apprend sur le tas ou à travers des formations. Moi, je voudrais revenir sur la diversification d'activités, qui n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas ce qui va forcément déterminer le fait qu'on va entreprendre ou pas. En fait, ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, en dehors aussi de la volonté de booster son chiffre d'affaires, sa rentabilité, comme vient d'expliquer Dan, c'est déjà de saisir les opportunités qui sont offertes aujourd'hui par le marché. Et elles sont énormes. Et en fait, l'entrepreneur, il va s'exprimer par la créativité et l'utilisation justement de tous ces leviers qui vont faire qu'il va créer sa propre vision de son activité. En fait, pour moi, c'est vraiment la définition de l'entrepreneur. Et on a de nombreux cas, heureusement, de francs-tireurs ou de garçons visionnaires qui ont déjà mis des jalons assez importants et assez originaux dans ce domaine. Alors, je vous bouscule un petit peu, mais avant de passer à notre deuxième partie, qui est une profession à la croisée des chemins, je vous propose une brève vidéo de l'UNIM et nous nous retrouvons dans quelques secondes. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Merci d'être resté avec nous. Donc, on enchaîne sur notre deuxième partie, une profession à la croisée des chemins. Et Dan, c'est vers vous que je me tourne. Alors, on a vu avec Frédéric Boudillon que la profession de kiné poursuit son évolution amorcée depuis ces dernières années. Quelles sont les contraintes actuelles et futures qui pèsent sur l'exercice de cette profession ? Alors, à titre personnel, je ne suis pas kiné comme la plupart des gens le savent, donc je pense que Frédéric aura des choses à rajouter là-dessus, mais je pense que des contraintes actuelles et futures, en tout cas de notre vivant, ou dans les 15-25 prochaines années, il n'y en a pas, en fait, réellement. D'accord ? Des contraintes, je parle bien. C'est-à-dire que je doute fort que la Sécu arrête de rembourser les soins kinés dans les 15-20 prochaines années. Un président ou un texte de loi qui mettrait ça en avant bouleverserait trop un système de santé. Par contre, en revanche, je pense que l'intérêt et la pertinence du métier rentrent dans des contraintes très importantes dans les prochaines années à venir. Et ça, en fait, pour trois raisons. Ils vont affronter trois contraintes majeures. D'accord ? La première, en fait, c'est l'évolution des besoins clients et l'émergence de nouveaux segments clients. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui des gens qui sont proactifs dans leur santé et qui veulent consommer de la santé. Et ça, en fait, on en parlait déjà il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus un trend, c'est un fait.
D'accord. Et aujourd'hui, le nombre de gens qui ne font pas de leurs séances de rééducation ou qui les font dans des endroits où ils payent à 100%, peu importe la profession, mais ils sont convaincus de l'efficacité du temps qu'ils vont gagner. Ce marché, il existe et il est déjà en action, avec parfois des kinés et avec parfois d'autres professions. Donc l'évolution des besoins clients et le nouveau segment client, c'est la première contrainte qui va peser sur le métier. D'accord. Le deuxième, c'est l'évolution et l'émergence de nouvelles approches, donc de nouveaux acteurs. J'en parlais tout à l'heure, des marques qui commencent à équiper des clubs de fitness avec des techniques wellness et bien-être. En fait, ces marques-là et ces professions-là vont communiquer et vont créer de nouveaux métiers santé qu'aujourd'hui on ne pourra pas classer dans le médecin, le kiné, l'infirmière, qu'on classera dans d'autres éléments, mais c'est déjà en cours, d'accord ? C'est déjà en cours à l'étranger et ça arrive en France. Aujourd'hui, les gens d'Annecy, ils ont juste à faire un saut en Suisse pour aller dans des hôtels qui proposent déjà ceci au bord d'un lac dans un cadre super. Ça coûte 7 000 € la semaine, mais peu importe, d'accord ? Donc, et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté, de ce que je vois par l'ordre des kinés, d'attendre en fait que la loi, la législation tranche en leur faveur. Et je l'avais déjà dit lors d'un plateau télé antérieur, le temps institutionnel et le temps du marché ne sont pas les mêmes. Et le marché, en termes de temps, l'emporte toujours. Et donc, ceux qui ont pris le parti d'attendre que les lois changent en leur faveur ont pris le parti perdant. Parce que dans une économie de marché, le résultat l'emporte systématiquement. Donc en fait, si je résume, les 3 contraintes aujourd'hui qui pèsent sur le métier ne sont pas des contraintes, entre guillemets, de perdre son métier ou de ne pas pouvoir exercer. Absolument, pas, ça, je pense que ça ne changera absolument pas dans les 15-20 prochaines années. Mais par contre, de perdre la pertinence et l'intérêt du métier tel qu'on le voit ou tel qu'on aimerait le pratiquer, ça aujourd'hui il y a urgence. Et une fois de plus, c'est l'attitude entrepreneuriale qui fera la différence. Et je pense que Frédéric et d'autres personnes, mais notamment Frédéric, est bien placé pour en parler. Frédéric, quels sont selon vous les principaux freins qui empêchent les kinés de se lancer ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dan. Le souci de notre profession, c'est qu'on a le malheur d'avoir des soins qui sont remboursés. Donc il y a une certaine consommation, des anciennes habitudes de consommation des soins qui ont un peu la peau dure. Donc à côté de ça, on a une profession qui n'a pas le droit de faire de publicité, donc de promotion directe pour son propre cabinet. Donc on n'est pas un commerce, donc on n'a pas le droit de faire de la promotion comme par exemple d'autres professions, ne serait-ce que des ostéopathes, avec qui je travaille énormément, mais je pense que le kiné doit changer sa vision de son métier. Donc le principal frein, moi je dirais, c'est le kiné lui-même. C'est-à-dire que dans son cabinet, il a l'habitude de faire ses petits soins qui sont habituels, il a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, il n'a pas forcément trop envie de changer. J'ai l'impression que ces choses-là changent avec les nouvelles générations qui arrivent, avec des kinés, en tout cas avec des jeunes qui arrivent sur le marché qui n'ont pas vocation à faire toute leur carrière de la même manière, qui ont envie de toucher à différentes choses, à réinventer en fait la façon de travailler. Et je pense que voilà, pour moi, le principal frein, c'était nous-mêmes, et on est aussi la principale possibilité d'évolution. Dan, est-ce que le kiné pour vous aujourd'hui est dans l'obligation de s'émanciper de ce statut, de prendre des initiatives à son échelle s'il souhaite poursuivre sa mission dans les meilleures conditions possibles ? En fait, ceux qui peuvent se contenter du quotidien actuel, un kiné gagne plutôt bien sa vie. Enfin, après, il fait des heures, c'est vrai, mais si on prend le salaire médian français, un kiné gagne plutôt bien sa vie. Donc ceux qui aujourd'hui sont dans une situation qui leur paraît convenable, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Par contre, pour tous ceux qui ont une vision différente de leur métier et qui risquent d'avoir des regrets dans 5-10 ans parce que quelqu'un d'autre leur a fait à leur place, oui, je pense qu'ils ont urgence à bouger parce que c'est déjà le cas en fait. Frédéric, vous vous sentez en concurrence, vous, avec d'autres professions qui viennent un petit peu sur les plates-bandes ? Cette vision-là, personnellement, étant donné que j'essaie d'un maximum de travailler en co-entreprise, en fait, donc c'est plutôt fédérer les gens des différentes professions, avec des professions médicales et non médicales. Je pense que la grande idée de demain, ce sera vraiment de prendre la personne, le patient ou le client, suivant comment on le nommera, et de lui apporter un service clé en main, un service comme en classe business, si vous voulez, où on va s'occuper de lui de différentes manières, suivant tous les angles, si vous voulez. Donc
j'ai pas forcément de limitation dans ma tête sur le fait d'avoir des gens qui m'empêcheraient d'avancer. Au contraire, on avance ensemble en fait. Et finalement, c'est la fédération qui permet d'apporter un service complet et d'avoir une plus-value nette et indéniable. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'une concurrence interne, externe qui s'accélère? Interne, je ne sais pas. Externe, c'est certain. Patrick, vous voulez intervenir? Moi, je pense que l'axe de l'entreprise vu par les kinés, puisque c'est le sujet de ce soir, passe justement par l'animation de l'ensemble de la filière et le regroupement des compétences, justement. Et le projet du kiné qui a une vision différente de l'activité qu'on lui a inculquée, traditionnelle, doit forcément compter sur des professionnels complémentaires. D'ailleurs, il le dit très bien, Frédéric. L'idée, c'est de mutualiser les compétences en vue de prendre en soin. Donc, l'entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on doit faire soi-même, d'accord? Ça veut dire qu'on conduit son projet soi-même. Mais après, on rallie du monde. On n'est pas tous obligés de vendre du sirop sur la plage. Hein. Pour ça, on n'a pas besoin d'être nombreux. Par contre, après, si vous voulez le distribuer mondialement et le faire plusieurs plages, vous ne pourrez plus le faire tout seul, quoi. Puis l'objectif, c'est quand même pas de généraliser l'entreprise dans tous les esprits de chaque kiné, quoi. Absolument pas, non. Justement, encore une fois, on revient un petit peu au départ de la définition. Un entrepreneur, c'est quelqu'un quand même de particulier. C'est comme les sportifs de haut niveau, comme les champions. C'est exactement pareil. Alors là, Et puis je pense que l'État a un très bon deal, donc ils ne vont pas lâcher de suite. Hein. Ils sont très intéressés de garder des kinés classiques. Après, moi, je dirais, je parlerai d'un sujet qui n'engage que moi, c'est l'auto-entrepreneuriat. On veut nous faire dire que l'auto-entrepreneuriat, c'est l'entreprise d'aujourd'hui. C'est pas ça du tout, quoi. Et j'en reviens justement par rapport au fait de fédérer des gens autour de nous pour pouvoir avancer. Alors vous m'avez tendu la perche pour passer à notre troisième et dernière partie. Quel thérapeute entrepreneur êtes-vous? Alors dans cette partie, nos objectifs, c'est à partir d'une connaissance pointue de la profession, développée sur chacune des différentes typologie de kiné entrepreneurs et de permettre aussi à chaque kiné participant à l'émission de se reconnaître parmi les différents profils proposés. Alors Patrick, s'il n'est pas facile de catégoriser les kinés, de les ranger dans des catégories, on n'aime pas bien ça, quelles différentes typologies de kinés vous différenciez? Elle est difficile cette question, hein. Elle est difficile. Essayez de répondre. On est en train de travailler, nous, chez Clinique Médico-Sport, sur un mapping justement avec deux axes essentiels qui va justement permettre de positionner différentes typologies. Et très sincèrement, entre le point de départ, c'est quand même la thérapie manuelle, d'accord. L'opposition, c'est la technologie à outrance. Et puis c'est le conventionné par rapport au hors conventionné. Donc pour nous, sont les deux axes essentiels qui font que on pense nous qu'il y a une dizaine de typologies très différentes. Ça veut dire qu'en fait et c'est souvent lié à ce qu'expliquait Dan. C'est souvent lié aujourd'hui à l'évolution de la patientèle et de la clientèle. C'est-à-dire qu'on a plusieurs critères qui s'entremêlent, qui se chevauchent, donc c'est difficile de faire des boîtes étanches entre ces catégories. La grosse problématique du marché, c'est que c'est un marché qui est en pleine effervescence, en fait. Je ne sais pas ce qu'en pense, mais c'est vraiment pas stabilisé. C'est un marché qui est vraiment pas stabilisé. D'où l'intérêt, justement, de pouvoir créer, à force d'initiative, une nouvelle vision. Je pense qu'un kiné peut avoir sa vision du métier et la fabriquer en fait, en gros. Donc c'est ça qui est intéressant. Et la porte, elle est vraiment ouverte aux typologies de kiné, si on peut appeler ça une typologie, plutôt créative quoi en fait. Alors, plutôt novatoire. Quelles sont, selon vous, les caractéristiques professionnelles et personnelles des kinés entrepreneurs? On l'a déjà évoqué en début d'émission, je parlais de la psychologie du kiné, qui du coup... Moi, je ne parlerai pas de psychologie, en fait. Non, mais de caractéristiques personnelles et professionnelles des kinés entrepreneurs qu'on relève. De toute façon, c'est la gestion déjà de l'emploi du temps. C'est-à-dire que comment ils découpent leur vie
déjà, est-ce qu'ils découpent leur vie personnelle et professionnelle déjà? Un entrepreneur, en tout cas dans un premier temps, ne découpe pas. Il ne peut pas. Déjà, il ne peut pas, et puis ça ne lui vient pas à l'idée. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, distinguer également sa vie personnelle et professionnelle. Longtemps dans la médecine, on a parlé de vocation, comme en éducation, on parle de vocation. Déjà, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans une vocation? Et donc, cette vocation avec une vision? Ou est-ce qu'ils sont dans une vocation traditionnelle? C'est-à-dire, je reviens aux bases de la kiné, de la médecine, comment on m'a appris à faire, et ma vocation, c'est de le faire de cette manière-là. D'accord? Donc déjà, ça amène déjà pas mal d'éléments qui vont déterminer en fait ce qu'on disait au départ de l'émission, l'attitude que la personne va avoir vis-à-vis de son projet. Mais dans votre rôle de consultant en diversification d'activités, la psychologie du kiné, elle est au cœur de votre activité. Est-ce que vous observez une réelle tendance? Non, j'ai mis les pieds dans le plat. Non. Non, pas du tout. On peut faire des formations avec de la psychologie. Hein. On a des outils qui permettent de faire des typologies de personnes, que ce soit du MBTI, que ce soit gestion des couleurs, Myers-Briggs. Enfin, on peut utiliser ces outils. On les utilise beaucoup en management et on les utilise dans le monde de l'économie de marché. Donc voilà. Maintenant, j'ai jamais mis ça en place avec des kinés parce que je pense que déjà le premier point pivot, et on en parle depuis le début et on l'a vu quand on s'est rencontré avec Frédéric, c'est la vision que la personne a et l'attitude qu'il va avoir ou qu'elle va avoir vis-à-vis de cette vision. Et aujourd'hui, le métier de kiné est très particulier, Frédéric l'a dit, il y a déjà une rente qui est à la clé à partir du moment qu'on travaille. C'est-à-dire que le client, ce n'est pas le patient, le client, c'est l'État, c'est la sécurité sociale. Donc, à partir du moment qu'on a des gens qui nous sont envoyés et qu'une certaine somme tombe, on est déjà dans un système qui est lui-même particulier. Voilà. Donc, et je pense que c'est une des grandes difficultés de départ. Et que voilà, c'est déjà ça qui détermine. Et puis l'axe psychologique, ça peut être le fait de se lâcher, en fait. Le fait de rompre avec les carcans dans lesquels le système existe. Oui, quitter le conformisme en fait. Ouais, exact. Si je peux me permettre, c'est la grosse différence qu'il y a par rapport aux années précédentes, c'est qu'on avait en particulier des vendeurs d'appareils qui arrivaient nous voir en disant achetez cet appareil-là, vous allez pouvoir faire travailler 10 patients en même temps et ça va être très bien, vous allez gagner plein d'argent. La superbe collaboration qu'il y a avec justement CMS, c'est l'inverse. C'est en fait l'entreprise qui vient vers nous en nous disant écoutez, vous êtes les experts dans votre domaine, on aimerait bien nous tester des appareils et vérifier vraiment scientifiquement si ça fonctionne, si vous êtes à l'aise avec ça, si ça... Donc il y a vraiment un échange avec cette entreprise-là. Et vraiment l'intérêt pour nous, c'est justement d'avancer. Et on a vraiment l'impression, enfin personnellement j'ai vraiment l'impression de travailler différemment quand quelqu'un me propose un appareil et me dit donnez-moi votre réponse, donnez-moi vos retours, dites-moi si ça fonctionne, vous qui êtes auprès des patients, comment est-ce que vous avancez avec. Donc voilà, on n'est pas simplement des consommateurs, nous, de produits pour essayer de travailler avec nos patients. On change un petit peu, en fait, du côté de la barrière en étant en échange directement avec des constructeurs, avec des gens qui vont faire avancer notre métier. Et ça, c'est quand même une nette différence par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 10 ans. Donc, il faut le noter, je pense. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Alors, merci beaucoup. Le sujet est passionnant, mais le temps tourne et on va bientôt devoir rendre dans l'antenne. Donc, je vais vous demander à tous les trois, à chacun, de nous délivrer un peu votre take-home message que vous avez envie que l'on retienne de cette table ronde. Peut-être quelques conseils. Dan, je vous laisse commencer. Moi, mon conseil, c'est que pour ceux aujourd'hui qui ne s'épanouissent pas dans leur métier de kiné aujourd'hui et qui ne veulent pas avoir de regrets de découvrir dans 3, 4, 5 ou 10 ans que quelqu'un d'autre l'a fait à leur place, c'est d'y aller. Pour ceux aujourd'hui qui se disent, objectivement, c'est pas mal, certes, je bosse beaucoup, attendons de voir, je leur conseille d'attendre. Merci. Frédéric, une petite conclusion et quelques messages rapidement. Non, je pense que l'important, c'est de se jeter à l'eau, enfin, c'est d'avancer. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche-là. On a des gens qui nous permettent de changer notre vision des choses. On a des gens qui nous soutiennent pour nous apporter des solutions techniques et innovantes. Donc, faut se jeter à l'eau, faut sauter, faut y aller. Patrick, votre mot de la fin? Faire en sorte que les kinés se décomplexent à mort et puis leur dire que
on joue justement les agitateurs du marché chez Clinique Médico-Sport pour inciter les kinés à découvrir et à s'orienter vers de nouveaux horizons, quoi. Donc, comptez sur nous. Eh bien, je crois que notre émission touche à sa fin. Il me reste à remercier nos intervenants. Merci à tous les trois. Merci aussi à Aude d'avoir été présente. Cette première soirée consacrée à l'entrepreneuriat visait à décrypter ensemble avec nos invités les enjeux et de vous donner quelques clés de compréhension pour passer à l'action. Alors, le passage à l'action, justement, ça sera l'objet de notre prochain mardi santé qui sera diffusé le 19 octobre sur le volet aussi des thérapeutes entrepreneurs. Donc, un petit peu la suite, mais avec des choses très pragmatiques. De l'expertise comptable, des conseils en communication. Mais la soirée n'est pas terminée puisque vous pouvez à présent rejoindre l'atelier d'échange que vous proposent les équipes de l'UNIM. Alors, question à Aude, peut-être un petit rappel de ce que l'on va retrouver dans cet atelier. Bien sûr, l'objectif de l'atelier de ce soir, c'est tout simplement de revenir sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2021 et notamment son impact sur votre protection sociale. Donc vous avez un atelier d'échange qui va durer environ 10 minutes pendant lequel on va vous présenter donc cette réforme, l'impact en ce qui vous concerne et puis bien évidemment un petit temps de questions-réponses s'il restait des zones d'ombre. Voilà. Merci à tous et bonne soirée et bonne poursuite avec l'atelier. Merci. Et rendez-vous dans 15 jours. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.